Panique dans la classe moyenne française, c'est le grand déclassement. La classe moyenne française, en fait, vous et moi, vous verrez que ça concerne la plupart des Français. La classe moyenne française n'a qu'une seule peur, se faire déclasser et que ses enfants vivent moins bien qu'elle. Et on peut voir, d'après une récente étude, que ça a de bonnes chances d'arriver. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aider la chaîne en allant sur la boutique de la chaîne, donc sur la chaîne YouTube ou sur drômeconomie.com, onglet boutique. Et là, vous trouverez des suites comme ceci, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, des mugs, bref, plein de produits dont je suis très fier et que je suis ravi de vous proposer. On va donc voir l'étude qu'a fait l'Institut Montaigne et on va parler en fait de cette classe moyenne. Vous allez voir déjà que la classe moyenne, c'est une immense majorité des Français. Enfin, c'est un très grand groupe de Français. Vous en faites très probablement partie. Et on va voir qu'en fait, c'est très problématique pour cette classe moyenne qui se voit petit à petit appauvrir et qui n'a peur que de cela. La question de la classe, j'ai mis une vidéo de marché au-dessus de moi parce que je trouve que voilà, la classe moyenne, c'est celle qui a un petit peu les moyens pour aller faire des marchés de temps en temps, etc., pour s'acheter des petits trucs qui font plaisir, mais dont les moyens diminuent de plus en plus fréquemment. La question de la classe moyenne en France a récemment été scrutée par l'Institut Montaigne, un centre de réflexion d'inspiration libérale. Selon leur étude publiée le 24 janvier 2024, la classe moyenne représente 40% des foyers fiscaux. Donc quand je vous disais que c'est très large et qu'il y a de bonnes chances que vous en fassiez partie, vous voyez que c'est quand même une grande part de la population française. Contribuant massivement au modèle social avec 100 milliards d'impôts directs. Cependant, au-delà des chiffres, vous savez que la classe moyenne, je m'arrête une seconde. Vous savez que la classe moyenne, en fait, c'est celle sur laquelle on fait apporter tout l'impôt et toutes les charges. Pour une raison simple, les pauvres ne peuvent pas payer. Donc, il n'y a pas d'argent à prendre chez les pauvres. Les riches, eux, si on exagère trop, ils s'en vont. Donc, vous ne pouvez pas non plus faire trop reposer l'impôt sur les riches. Et les imbéciles qui vous disent il suffit de faire payer les riches sont en fait des doux rêveurs. Je retire le mot imbécile, mais ce sont des doux rêveurs parce que un riche, d'abord, il a déjà tous les avocats qu'il faut pour pouvoir organiser ses impôts et faire en sorte qu'il en paie le moins possible. Mais en plus, si vous l'agacez trop, si vous le pressurisez trop, il ira tout simplement ailleurs. Pour lui, partir dans un autre pays, c'est vraiment pas un problème. Et d'ailleurs, on voit qu'une grande partie de la jeunesse qui fait des études a envie et part de plus en plus à l'étranger parce que c'est compliqué de faire quoi que ce soit en France aujourd'hui. Et donc, l'impôt, on le fait peser le plus possible sur la classe moyenne, tout en lui disant que ça va bien se passer, qu'on l'aime et qu'on va essayer de la sauver. Donc, en fait, c'est elle qui paye la plupart des impôts et c'est un véritable problème. Cependant, au-delà des chiffres, cette catégorie fait face à des défis profonds, engageant un fort sentiment de déclassement. Cet article explore les différentes strates de la classe moyenne, son évolution et les enjeux qui la caractérisent. Les classes moyennes en évolution. Selon l'étude de l'Institut Montaigne, les classes moyennes regroupent les Français situés entre les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches, avec des revenus mensuels variant de 1 400 € à 3 100 € net par personne. Donc je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, mais vous voyez que je crois que le revenu médian en France est aux alentours de 2 000 €. Donc vous êtes très probablement, pour beaucoup d'entre vous, aux alentours de 2 000 €. Et on voit effectivement, il y a un véritable choc puisque la classe moyenne est entre 1 400 et 3 100 € net par personne, ce qui n'est pas énorme. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on parle là du net, mais comme l'État prend quasiment la moitié de votre salaire. Ce n'est pas vrai au SMIC et c'est plus vrai aux alentours de 3 000 €, mais l'État prend quasiment la moitié de votre salaire dans sa poche pour fonctionner, de votre force de travail pour fonctionner. Donc du coup, il vous en reste certainement beaucoup moins. Et
L'un des problèmes que l'on voit, c'est que cette somme, elle n'évolue pas énormément avec le temps. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais on voit que ça stagne en France depuis presque 10 ans. Donc il y a une petite évolution. Cette année, enfin l'année dernière, en 2023, vous avez une petite augmentation. Mais globalement, ça stagne depuis 10 ans en France. Merci Emmanuel Macron, merci François Hollande, merci l'État français. Parce que ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Je mettais dans la même courbe que j'avais montrée. En Allemagne, vous aviez une hausse de 15%. En Suisse, c'était gigantesque. Et aux États-Unis, c'était plus 80%, je crois. Donc on était vraiment sur des chiffres qui n'avaient rien à voir avec ce que l'on peut voir en France. Toutefois, l'étude souligne la diversité au sein de cette catégorie, la subdivisant en classes moyennes inférieures, intermédiaires et supérieures. Contrairement à une définition basée uniquement sur la classification professionnelle, la classe moyenne ne se limite plus à des critères professionnels stricts. Des retraités, par exemple, font partie intégrante de cette catégorie. Le sentiment de déclassement. Moi, je dirais que c'est plus qu'un sentiment maintenant. Mais bon, dites-moi si vous pensez, c'est un peu, vous savez, comme le sentiment d'insécurité de nos chers ministres. Dites-moi si vous avez effectivement un sentiment de déclassement ou si vous constatez tous les jours que vous êtes de plus en plus déclassé. L'étude met en lumière un fort sentiment de déclassement parmi les Français de la classe moyenne, malgré des revenus apparemment stables. Oui, mais ils ne progressent pas, c'est le problème. La disparition des fondamentaux républicains, tels que le mérite, le travail et l'ascension sociale, contribuent à ce sentiment. Les dépenses contraintes, notamment dans le logement, deviennent de plus en plus marquées. Les classes moyennes luttant pour accéder à la propriété ou rester dans des zones centrales mais coûteuses. Et d'ailleurs, on voit la classe moyenne a complètement quitté Paris. Vous n'avez plus que des riches ou des pauvres. Et la classe moyenne est de moins en moins présente à Paris. Je dis les pauvres parce que c'est ceux qui sont logés par la mairie de Paris, par les offices HLM, etc. Et vous voyez que c'est en train de... Voilà, toute la classe moyenne est sortie de Paris. Alors que moi, je vois mes parents, qui étaient à la classe moyenne, c'était tous les deux des profs. Donc mes parents, eux, moi, quand j'étais enfant, j'habitais plein centre de Paris, dans le 1er arrondissement. Et c'était pas un problème. Et maintenant, on voit... Et j'avais beaucoup de mes camarades de classe qui étaient de familles, classe moyenne, des commerçants, des fonctionnaires, des gens qui travaillaient dans l'administration. J'en avais plein dans mes écoles. Et on voit que petit à petit, ça disparaît, quoi. Ça devient une ville bobo et vous avez ça de plus en plus dans les grandes villes où le centre-ville est inaccessible à la classe moyenne, où ceux qui ont de la chance vont en première périphérie du Silici-Moulineaux si vous habitez Paris, mais de plus en plus, ils vont de plus en plus loin de Paris. Réponse politique et attente. La classe politique courtise activement la classe moyenne, promettant des plans Marshall et des baisses d'impôts. Mais les plans Marshall... Et là aussi, vous ne pouvez pas dire je vais faire un plan... Je suis désolé, je fais des petits inserts, mais c'est le but de la vidéo. Vous pouvez pas... Un plan Marshall, c'est quoi? Le plan Marshall après la guerre, c'est des milliards, des sommes titanesques qui sont déversées par l'État, plutôt par les États-Unis, mais qui sont déversées sur les pays européens. Donc un plan Marshall, c'est l'État qui déverse des milliards d'euros sur l'économie. Mais on ne peut pas faire un plan Marshall et baisser les impôts. Vous comprenez bien que l'État, ne fabriquant pas de la monnaie dans sa cave, quand il dit « je vais faire un plan Marshall », il vient en fait prendre l'argent dans vos poches. C'est des sous-sous qu'il prend dans vos poches. Donc il faut arrêter avec « on va faire des plans Marshall ». C'est pas vrai. Ou alors on dit qu'on va augmenter les impôts parce qu'on fait un plan Marshall. Ou alors on dit on baisse les impôts, mais dans ce cas on ne fait pas de plan Marshall. Et à mon avis, tout le problème vient justement du fait que l'État veut s'en mêler. Il faut qu'il se dégage de ça.
plus l'État sera présent, plus il va vous prélever des cotisations sociales, plus il va vous payer l'augmentation des cotisations sociales. Il faudra qu'un jour je fasse une vidéo là-dessus, mais depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, mais c'est de la folie furieuse. Le nombre de lignes sur votre bulletin de salaire, ça devient de la folie furieuse, mais en plus, parce que dans les années 80, vous aviez 3 lignes, hein, et en plus, les taux n'ont vraiment plus rien à voir. Donc, en fait, cet argent, c'est ce que je disais, c'est le net, là, entre 1400 et 3100, c'est le net, mais avant, il y a tout ce que l'État vous mange. Et donc, l'idée, à mon avis, hein, c'est que l'État se dégage de plus en plus, s'en aille de plus en plus, vous laisse de l'air, vous laisse respirer. Il ne faut surtout pas qu'il s'occupe des classes moyennes, il faut qu'il arrête justement de s'occuper des classes moyennes. Cependant, avec près d'un Français sur deux appartenant à cette catégorie, les attentes peuvent dépasser les résultats réels. Les promesses, comme celle d'Emmanuel Macron concernant l'accès à la voiture électrique de 100 € en leasing, risquent de décevoir de nombreux membres de la classe moyenne. Vous voyez, alors c'est l'exemple, à mon avis, typique. La voiture électrique à 100 €. Hein, j'entendais récemment une pub où, je ne sais plus, je crois que c'est Fiat qui vous disait vous allez avoir votre voiture à 49 €. Bon, par mois. Ça crée deux problèmes. Le premier, c'est que ça vous fait une dépense contrainte supplémentaire tous les mois. C'est-à-dire que oui, vous allez payer tous les mois 100 €, mais ça va se rajouter à votre facture d'électricité, à votre facture de gaz, à votre facture de téléphone, à votre facture Netflix, vous voyez, à toutes les factures. Et au bout d'un moment, en fait, votre part loisir se diminue de plus en plus parce que vous créez, je dis vous, la classe moyenne, tout le monde en fait, se crée de plus en plus des dépenses contraintes, des dépenses que vous n'avez pas le choix. Mais du coup, l'angle loisir diminue de plus en plus. Donc à mon avis, c'est le premier problème quand on prend une voiture en leasing, on comprime un peu son budget loisir, sans s'en rendre compte. On a l'impression de faire une bonne affaire. Bon, ça à mon avis, c'est la première erreur. Mais la deuxième erreur, c'est où pensez-vous qu'Emmanuel Macron va chercher l'argent pour vous faire de la voiture à 49 € ou à 100 € par mois? Où pensez-vous qu'il va chercher l'argent pour financer ce genre de dinguerie? Dans vos poches. Arrêtez de croire au miracle, ça n'existe pas. L'argent magique est une fable que vous racontent des politiques. Mais regardez où ça mène. C'est l'exemple typique de la politique qui vient avec ses gros doigts se mêler de votre vie en vous prenant de l'argent dans vos poches et en vous disant « N'ayez pas peur, c'est moi l'État, je vous aime ». Mais ces gens, c'est le prince Jean dans Robin des Bois. C'est que Robin des Bois, il volait pas les riches pour donner aux pauvres, il volait l'État pour redonner l'argent aux pauvres. Toute l'histoire de Robin des Bois, c'est un État qui prend trop d'impôts. Et d'un brigand, Robin des Bois, qui vient reprendre l'argent des impôts pour le redonner aux gens. C'est ça l'histoire de Robin des Bois. Et quand Macron vous dit « je vais vous faire une voiture à 100 €, il vous prend de l'argent dans vos poches pour financer ses folies. Il faut arrêter ces bêtises. C'est ça qui nous fait couler depuis des années. C'est ça qui fait que l'État représente maintenant 60% du PIB en dépenses. C'est un État toujours plus ventripotent. C'est des fonctionnaires qu'on embauche pour vérifier que vous avez bien le droit à l'aide de 100 € ou de 49 €. C'est des emprunts que l'on fait et qu'on va rembourser avec des intérêts pour financer ce genre de folie, qu'on va rembourser pendant 10 ans. Vous faites un crédit leasing pour votre bagnole et l'État de son côté, il fait aussi un crédit leasing pour vous financer sa part.
Donc forcément, comme les impôts après reposent sur la classe moyenne, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire reposer les impôts sur la classe moyenne, vous en prenez plein la tête. Mais si vous appelez l'État à votre secours, ça va être pire. C'est Robin des Bois que vous devez appeler à votre secours. Le premier politique qui vous dira « on va arrêter ces bêtises ». On va diminuer la taille de l'État. Fortement. C'est de ça que vous avez besoin. C'est pas d'un plan Marshall débile. En plus, comme dès qu'ils donnent maintenant 3 francs 6 sous, ils disent on fait un plan Marshall, vous vous rendez bien compte que tout ça n'a pas de sens. Peur du déclassement. Lisa Thomas Darbois, auteur de l'étude, souligne que la peur du déclassement va au-delà des enjeux conjoncturels du pouvoir d'achat. Les classes moyennes ressentent une défiance envers l'avenir et une crainte réelle du déclassement social et économique. Ça, dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas, si vous avez l'impression que vous allez être déclassé. La note de l'Institut Montaigne met en avant une bipolarisation au sein des classes moyennes, avec des disparités entre les classes moyennes supérieures et inférieures. La mobilité sociale en question. Bien que les données économiques ne confirment pas un déclassement social, la mobilité sociale semble en panne en France. Les trajectoires scolaires restent largement déterminées par les origines sociales, freinant l'ascension sociale. Les classes moyennes se tournent vers des alternatives telles que des cours particuliers ou l'enseignement privé pour assurer une évolution positive sociale à leurs enfants. Et là aussi, dites-moi si vous êtes dans le privé, vous savez, ça a été un scandale que la ministre actuelle, je ne sais même plus son nom, ait mis ses enfants à Stanislas. Je rappelle que Pape Ndiaye, qui était l'amoureux, selon lui, de la mixité sociale et du wokisme, de la mixité sociale, de l'école publique, Pape Ndiaye, ce grand génie, mettait ses enfants dans l'école alsacienne. Je veux dire, Stanislas, c'est petit joueur par rapport à l'école alsacienne. Il n'y a pas plus reproductif de la classe sociale que l'école alsacienne. Et l'éphémère ministre de l'économie, qui maintenant est notre ministre de l'éducation nationale, qui est maintenant notre Premier ministre, lui, a été élève de l'école alsacienne. Ils viennent tous des mêmes écoles. Et ils mettent tous leurs enfants dans les mêmes écoles. Alors, l'école alsacienne, il y a très peu de chances que vos enfants soient acceptés. Stanislas, vous avez déjà un petit peu de chance. Et tous ceux qui peuvent, tous les Français qui peuvent, mettent leurs enfants dans le privé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tenue. Parce que ça donne une petite chance à vos enfants de réussir correctement, de faire après de bonnes études, d'avancer dans la vie. Alors que dans l'école publique, ça devient de plus en plus compliqué. Et au lieu de faire du déni de réalité, comme l'a fait la ministre actuelle, en disant quasiment que, elle avait mis ces enfants-là en inventant des histoires, il faudrait dire, mais oui, bien sûr, j'ai mis mes enfants dans le privé. Comme tous les hommes politiques. Comme tous les hommes et les femmes politiques. J'ai mis mes enfants dans le privé. Et mon but à moi, ministre de l'Éducation nationale, c'est de faire que le public soit au niveau du privé. Et que les Français aient envie de mettre leurs enfants dans le public. Parce que quand on met des enfants dans le privé, ça coûte du fric. Personne au monde ne paye entre 6 000 et 9 000 euros par an pour le plaisir. Si votre école publique était au niveau de l'école privée d'à côté, il n'y aurait personne dans cette école privée. Tout le monde irait dans le public. Donc si les Français veulent majoritairement aller dans le privé, il y a bien une raison. C'est que là encore, l'État ne marche pas. Il ne fonctionne pas. Et là encore, alors je vais vous dire, il y a une solution qui a été... c'est Adam Smith qui la donne. Donc vous voyez, c'est Adam Smith, pour ceux qui ne savent pas, c'est le XVIIIe siècle. C'est un des premiers économistes libéraux. Bon. Adam Smith, grosso modo, dit qu'il ne faut rien subventionner, sauf l'éducation. Pourquoi? Justement pour qu'il y ait un ascenseur social et pour que les pauvres
ne désespère pas en se disant mes enfants ont des chances d'aller au-delà de ce que je suis allé moi. Ils peuvent aller plus loin que moi. Donc du coup, Adam Smith dit on va faire, l'État doit financer l'école pour ça, pour donner une porte de sortie ou du moins un espoir aux plus pauvres. Subventionner l'école, ça ne veut pas dire diriger l'école. C'est-à-dire que si demain, l'État vous donne un chèque éducation, donne à chaque Français un chèque éducation, et dit, voilà, votre enfant, je donne 1 000 euros par mois, je donne le chiffre au hasard, c'est peut-être autre chose, mais peu importe, 1 000 euros par mois, pour votre enfant, vous l'inscrivez dans l'école que vous voulez. Public, privé, je m'en fous. Vous l'inscrivez où vous voulez. Je donne 1 000 euros par mois. Moi, État. Donc, je subventionne ces études. Et vous faites ce que vous voulez. Et progressivement, d'ailleurs, il n'y aurait même plus besoin d'école publique dans ces conditions-là, mais les gens vont choisir. C'est-à-dire que vous ne serez pas, si vous habitez dans le 93, dans une cité bien pourrie, vous ne serez pas obligé de mettre votre enfant dans l'école publique bien pourrie, à côté de votre cité bien pourrie. Vous aurez tous les jours peur que votre enfant se fasse racketter ou agresser. Vous pourrez demander ou essayer de faire en sorte qu'il aille dans une école privée. Parce que vous aurez touché les 1 000 euros de l'État et que voilà. Et évidemment, on ne fait pas transiter l'argent directement par les parents, parce qu'on se doute bien que certains parents vont aller jouer au PMU plutôt que de donner l'argent pour leurs enfants, mais on donne directement, l'État donne l'argent à l'école. Et il se fout de savoir, l'État, si c'est une école publique ou une école privée. Il finance l'éducation nationale. École Stanislas, vous avez combien d'élèves? 1 000 élèves, très bien, je vous donne 1 000 fois 1 000, 1 million d'euros par mois. École Jean-Baptiste Poquelin, Molière, c'est une école publique si vous ne le savez pas. Vous avez combien d'élèves? 1 000 élèves, 1 000 fois 1 000, 1 million, je vous donne 1 million d'euros tous les mois. Et l'État se fout complètement de savoir quelle est l'école, il donne juste l'argent et c'est les parents qui vont choisir l'école. Et les parents, ils peuvent choisir l'école en fonction de la qualité de l'enseignement, en fonction de ce qu'ils recherchent. Tout simplement. Est-ce que je veux plus de discipline dans mon école? Est-ce que je veux moins de discipline dans mon école? Est-ce que je veux des professeurs de meilleur niveau dans mon école? Est-ce que je veux des professeurs de moins bon niveau dans mon école? Est-ce que je m'en fous et que ce qui est important pour moi, c'est que l'école soit juste à côté? Ou est-ce qui est important pour moi, c'est le niveau de l'éducation? Chacun choisira. Les écoles montrent clairement ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles font, pardon. Donc vous avez le pourcentage de réussite au bac, le règlement intérieur de l'école, les parents se renseignent, ils voient un peu ce que ça donne et ils feront leur choix. Et croyez-moi, les parents sauront vite choisir. Vous savez probablement, vous, si vous avez des enfants, vous savez très, très bien les écoles privées de votre ville et ceux auxquels peut prétendre votre enfant et, en fonction de son niveau et celles qui sont les meilleures. Et tous les parents le savent. Donc ça sera extrêmement vite, il n'y a pas besoin d'un travail énorme. Et l'État, lui, derrière, peut contrôler juste une chose, par exemple, que l'école apprenne bien les savoirs fondamentaux aux élèves. Il a que ça à vérifier par des examens annuels. Il fait un examen en 6e, il fait un examen en 4e, il fait un examen en terminale qu'on appellerait le baccalauréat. Et comme ça, il vérifie, est-ce que l'école, elle a bien des résultats cohérents, ou alors si elle n'a que 50% de résultats de gens qui arrivent à apprendre à lire et à écrire et à compter en 6e, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Puis après, elle vérifie les dérives sectaires qui peuvent toujours arriver, mais vous voyez, c'est minime les dérives sectaires sur le nombre d'élèves. Je sais qu'il y a des écoles qui ont des dérives sectaires, sectaires au sens secte ou au sens religion un peu trop poussé dans certaines écoles, mais c'est minime. La plupart du temps, ça reste tout à fait dans des normes parfaitement acceptables et c'est les parents qui choisissent. L'État n'a qu'à contrôler ça. Voilà, petite incise rapidement sur l'école, mais je pense que c'était un point important. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire que dire que l'État, lui, a financé, il n'a pas à faire l'éducation. Et donc, il finance, les parents choisissent où ils mettent leurs élèves, où ils mettent leurs enfants. Ça permettra aussi aux classes les plus pauvres d'avoir accès à des bonnes écoles, plutôt que de voir leurs enfants condamnés à aller dans des écoles dangereuses. Transmission et insécurité.
La transmission d'entreprises liées à la fiscalité lourde en France contribue au sentiment d'injustice. Là, je parle notamment pour des petites entreprises. J'ai entendu un agriculteur l'autre jour à la télé qui nous disait, bon, moi, il est agriculteur, j'ai travaillé toute ma vie, et puis forcément, le cheptel, il a augmenté. Et aujourd'hui, donc le nombre de vaches a augmenté, etc. Aujourd'hui, je vais bientôt partir à la retraite. Ma fille qui travaille avec moi sur l'exploitation je veux lui transmettre la ferme, mais pour lui transmettre la ferme, elle doit payer des impôts. Alors je vais donner un chiffre qui est probablement faux parce que je ne me rappelle plus du chiffre. Mais grosso modo, elle va devoir vendre une partie du cheptel bovin ou une partie des terres pour hériter, pour avoir le droit de faire fonctionner son entreprise. Entreprise qui appartenait à son père et qui avant appartenait à son grand-père. Mais de quel droit l'État prend-il cet argent? De quel droit l'État prend-il cet argent? Et donc là, c'était un agriculteur. Vous avez tous ceux qui possèdent une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Un truc pas forcément immense. Un peu, je veux dire, cet agriculteur, c'est pas non plus Crésus, quoi. Mais auxquels ils ne peuvent pas transmettre à leurs enfants parce que l'État va leur en prendre 10, 20, 30%. À quel titre? À quel titre? Et c'est vrai pour tout ce que vous allez donner à vos enfants. Quand vos enfants vont hériter ou vous allez leur transmettre votre argent, l'État va se sucrer au passage. À quel titre? Ça serait valable si l'État ne prenait pas d'impôts autres. L'État pourrait dire, moi, pendant tout le temps que vous travaillez, je ne prends pas d'impôt sur votre revenu, je ne prends pas d'impôt sur l'augmentation de la taille de votre patrimoine. Très bien. Par contre, quand vous décédez, je vous en pique 30% pour faire tourner l'État, parce qu'il y a quand même des policiers, il y a quand même de la justice, il y a quand même des fonctionnaires à payer. Donc, ça pourrait se justifier. Ça serait même, pour les libéraux, une théorie économique très intéressante. Pas d'impôt pendant que vous vivez, vous travaillez, vous gardez les fruits de votre travail dans vos poches, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous décédez, j'en prends une part. C'est intéressant. Mais là, on a un État. La deuxième solution, c'est pendant tout le temps où vous travaillez, moi, État, je suis sur votre dos et je vais vous pomper du fric. C'est le cas actuel, il prend 50% de votre argent, 50% de la richesse créée en France part dans les caisses de l'État, 46% pour les puristes, mais enfin c'est quasiment ça, part dans les caisses de l'État. Donc l'État, il prend de l'argent tout au long du moment. Pourquoi au moment où je décède, il reprend encore de l'argent? Si ce n'est que c'est un État ventripotent qui a toujours besoin d'argent. Quelle est la justification? Et forcément, pour les classes moyennes de voir ça, ils disent, mais mon appartement, ma maison que je veux laisser à mes enfants au mon décès, l'État va en prendre une part. Et du coup, les enfants vont devoir vendre mon appartement ou ma maison pour payer l'État. L'appartement ou la maison, ils ont grandi, il va falloir payer l'État pour avoir le droit de continuer à y vivre dedans. Mais à quel titre? Mais au titre que l'État est ventripotent, obèse, et qu'il va vous pomper jusqu'au dernier de vos centimes. Et du coup, effectivement, il y a une énorme insécurité sur la transmission. Et c'est un véritable problème. Les classes moyennes ressentent une réelle peur pour l'avenir, que ce soit la possibilité de sécuriser leurs biens, leur statut social ou leur patrimoine financier. En somme, la classe moyenne en France traverse une période de profonds changements et de défis. Au-delà des aspects économiques, le sentiment de déclassement, la mobilité sociale en berne et les préoccupations liées à la transmission d'entreprises soulignent la complexité de cette catégorie. Les responsables politiques et vous savez, je fais encore une petite incise courte, vous savez, la transmission d'entreprise, la plupart des chefs d'entreprise se payent moins de 1 500 €. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc ça concerne beaucoup d'entrepreneurs. Hein. C'est pas dans la classe moyenne, il y a un gros paquet d'entrepreneurs. Je crois que le revenu des chefs de PME, donc PME c'est déjà une grosse boîte, hein, une PME, c'est 50 salariés, c'est quand même pas minable. Hein. Eh bien, leur revenu, je crois, c'est 4 000 €. On n'est pas du tout loin de la classe moyenne.
Donc il y en a un paquet qui sont dans la classe moyenne, même qui ont des boîtes qui vont jusqu'à 50 salariés. Donc la transmission d'entreprise est une vraie question. Les réponses politiques et les attentes des classes moyennes nécessitent une analyse approfondie pour garantir un avenir plus stable et équitable pour cette part significative de la population française. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, en tant que classe moyenne, vous vous sentez déclassé? Est-ce que vous avez l'impression que vous perdez en pouvoir d'achat et en loisirs, je pense? Parce que je ne pense pas que votre pouvoir d'achat ait baissé. Je pense qu'en fait, les factures contraintes sont devenues de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes. Et c'est la part loisir qui s'est effondrée. C'est-à-dire l'argent que vous avez pour aller faire un resto, pour aller faire un cinéma, pour aller faire un théâtre, etc. Je pense que c'est ça qui s'effondre en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous ressentez ça pour vous? Est-ce que vous avez peur pour vos enfants? Est-ce que vous dites, mais mes enfants vivront moins bien que moi, tout simplement parce que parce qu'on a un État obèse qui nous prend tout ce qu'il peut. Dites-moi ce que vous... Et qu'en plus, il n'y a rien qui marche. Donc, parce que si encore l'État était obèse, mais que l'éducation nationale allait bien, la police était assurée, la justice était assurée, il n'y avait pas de problème dans les hôpitaux, etc. Bon, on dirait, c'est agaçant, mais il y a une contrepartie. Mais là, il y a, à mon avis, même plus de contrepartie. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.